Hello les voyageurs, 7e épisode de ma virée d'un mois dans les Balkans. Dans cette vidéo, je suis à quelques kilomètres de la frontière grecque et je débute ma remontée de l'Albanie par la côte. Je prends un bac à câbles pour aller visiter le site archéologique de Boutrint, une merveille. Je m'attarde au bord d'une belle petite crique pour explorer un vieux fortin ottoman. Je traverse le parc de Logara avec ses vues impressionnantes sur la mer, c'est à couper le souffle. Et j'emprunte une passerelle en bois pour aller découvrir un monastère orthodoxe planté au beau milieu d'une lagune. Pour ne rien louper de mon aventure balkanique ou pour découvrir mes autres voyages, abonnez-vous à ma chaîne. Likez et commentez cette vidéo et n'oubliez pas de la partager, ça fait toujours plaisir. Bon allez, prêt pour l'aventure? Générique. Je quitte Girocaster pour traverser une chaîne montagneuse et gagner le littoral. Première étape sur la côte albanaise, la visite du site archéologique de Boutrint, juste en face de l'île grecque de Corfou. Je prends les petites routes de montagne qui descendent jusqu'à la mer. Pour traverser l'estuaire qui borde le site archéologique, je vais devoir emprunter un ancien bac à câbles. Visiblement, il y a pas mal de camping-cars qui bivouaquent sur l'autre rive. Comme il se fait déjà tard, alors je décide d'attendre demain matin pour prendre le bac et je décide de bivouaquer ce soir peinard en solo. Je trouve un spot vraiment tranquille tout au bord de l'eau. À quelques mètres de mon lieu de bivouac se trouvent les ruines d'un petit fort vénitien de forme triangulaire. Construit vers 1490, il servait à contrôler l'estuaire et à protéger les navires marchands qui approvisionnaient l'île grecque de Corfou. Son accès est libre, mais malheureusement ce soir, le fort est fermé. Tant pis. Je vais voir d'un peu plus près le fameux bac à câbles. Au niveau du prix, c'est pas donné et ça coûte même plutôt cher la traversée. À noter qu'il faut payer obligatoirement en liquide, mais ils acceptent sans problème les euros. Bon, on verra ça demain. Aux abords de l'embarcadère, il y a beaucoup de chiens errants, dont cette mère avec ses petits. Le petit blanc a l'air vraiment sympa. Faut quand même que je me méfie, c'est pas le moment de se faire mordre. Je retourne sur mon spot de bivouac, retrouver Bernie, ma machine à voyager, et je papote un moment avec un père et son fils venus pêcher dans l'estuaire. Where are you from? From France, France? yeah, near the German border. Yeah. You know the town of Strasbourg? Sorry? Strasbourg, Strasbourg, yeah. in Germany, I live near Strasbourg, in France. in France. You're a fisher? No, just for fun. Just for the fun, okay. My father likes fishing. Ah, okay. I just come here with him. Ah, I think it's boring. oh, it's nice. There's many fish in this site?
No much. Hopefully, like September, October, Yeah, a lot of fish. it's the best time for fishing. Okay. Depuis la fenêtre de ma cellule camping-car, j'ai une belle vue sur le parc archéologique de Boutrint, situé juste en face, sur l'autre rive, et que j'irai visiter demain. En attendant, je profite d'un beau coucher de soleil sur l'estuaire. Après avoir passé une bonne nuit au calme, loin de la foule, et avoir pris un petit déjeuner copieux, je me dirige de bon matin vers l'embarcadère. À mon tour de monter sur le bac. Et c'est parti pour la traversée, qui me coûte 14 € quand même. Le principe du bac à câble est assez simple. Une barge à fond plat est solidement attachée à un câble sous-marin relié à un treuil. Lorsque la barque à fond plat se déplace, le câble se soulève sous l'effet de la traction du treuil. Quand la barge est à quai, le câble redescend au fond de l'eau. Ainsi, l'incidence sur la navigation se produit uniquement lorsque le bac se déplace, puisque le câble émerge alors de l'eau et entrave la navigation de tout autre navire en circulation. Le reste du temps, la voie est libre. C'est plutôt astucieux comme principe, non ? Retour sur la terre ferme, juste devant l'entrée du site archéologique de Boutrint. Après m'être acquitté d'un droit d'entrée de 10 €, je pénètre dans le parc. Il est relativement tôt, mais comme il y a déjà quelques bus sur le parking, je décide de faire la visite du site en sens inverse du parcours recommandé afin d'éviter au maximum l'afflux de touristes. Boutrint est la destination touristique culturelle la plus visitée d'Albanie. C'est quand même bien plus cool quand il n'y a pas de monde. Le parc archéologique est inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO. La plupart des monuments visibles aujourd'hui ont été découverts par une mission archéologique italienne qui a fouillé le site de 1928 à 1939. L'histoire de cette antique ville portuaire représente un microcosme de l'histoire du monde méditerranéen. Remontant au 8e siècle avant Jésus-Christ, la vieille ville a été successivement occupée par les Hellènes, les Romains, les Byzantins, les Vénitiens et les Ottomans. La ville ancienne, nommée à l'époque Butrotum, a été fondée par les Troyens qui fuyaient la chute de Troie. Au IVe siècle avant Jésus-Christ, la ville fut fortifiée et un temple dédié à Asclépios, le dieu de la médecine, fut érigé. La ville devint petit à petit un centre de culte.
En 228 avant Jésus-Christ, Boutrine passa sous domination romaine et ses fortifications furent améliorées. Un vaste programme de construction de monuments publics vit le jour, comme des temples, des théâtres, des fontaines, des thermes et des bains. C'est à cette époque que furent construits un aqueduc et un pont reliant les deux rives du canal de Vivar. À partir du 5e siècle après Jésus-Christ, avec l'arrivée du christianisme, Boutrint devint un centre épiscopal. Au fil du temps, cette métropole, pourtant connue depuis l'âge de bronze jusqu'à la fin du Moyen Âge, s'est petit à petit éteinte pour ne devenir, au début du 19e siècle, qu'un tout petit village de pêcheurs. Le parc archéologique de Boutrine cache quelques joyaux qu'il faut prendre le temps d'aller dénicher, dont en particulier le mur des Écritures. Quelques belles mosaïques. La porte aux lions, reconstruite au Moyen Âge et qui rappelle la porte des Lionnes de Mycène en Grèce. Le relief sculpté au-dessus de l'entrée décrit un lion dévorant la tête d'un bœuf. La porte du lion a été placée là au 5e siècle après Jésus-Christ dans le but de réduire la taille de la porte pour la rendre plus facile à défendre. Les bains romains où se prélassent aujourd'hui des dizaines de tortues d'eau. Une tour vénitienne du XVIe siècle. Et plein d'autres petits détails qui témoignent du passage de plusieurs civilisations sur le site. Mais à Boutrint, et même s'il est constamment envahi de touristes, le clou du spectacle reste le théâtre antique qui date du IIIe siècle avant Jésus-Christ. Il a été plus tard adapté au style romain et équipé d'une scène. Un petit musée situé au sommet de la colline de Boutrine, dans les souterrains d'un fort byzantin du XIIIe siècle remanié par les Vénitiens, abrite de nombreux objets, surtout gréco-romains, découverts ici dans les années 1920-1930. Le musée présente une intéressante exposition chronologique de l'histoire de Boutrint, de l'âge de bronze à la fin du Moyen Âge. On y trouve beaucoup de statues, des poteries et des céramiques, des amphores, des armes, des lampes à huile, des pièces de monnaie. Des têtes de statues datant pour la plupart de l'époque hellénistique.
une copie de la déesse de Butrint, l'original étant exposé à Tirana, trône sur la terrasse du château. Depuis les hauteurs de Butrint, la vue est tout simplement magnifique. Je ne peux que vous conseiller de venir visiter ce site. Franchement, l'endroit est incontournable lors d'un voyage en Albanie. Je reprends la route pour débuter ma remontée de l'Albanie par le littoral. Traversée de l'incroyable parc de Logara avec ses vues impressionnantes sur la mer, puis arrêt sur la lagune pour visiter un monastère orthodoxe. Partout, il y a de nouvelles constructions destinées à accueillir des futurs touristes. Dès que je prends un peu d'altitude, les vues sur la côte sont incroyables. La traversée des typiques villages côtiers n'est pas mal non plus. Je fais étape en bord de mer dans la belle petite crique de Porto Palermo. Il y a des bâtiments abandonnés, alors j'improvise une petite séance d'urbex. À part des tags et des détritus, il n'y a pas grand chose à voir. Au sommet de cette presqu'île se trouve un ancien fortin ottoman. Le château de Porto Palermo, tout comme quelques autres, a été construit au XIXe siècle par Ali Pacha dans le but de contrôler les points stratégiques de la côte ionienne. Il représente un triangle avec 3 tours pentagonales à ses angles. Ses murs mesurent jusqu'à 3,5 mètres d'épaisseur. Depuis le château, un sentier abrupt me permet de rejoindre le littoral. Je profite de cet endroit plutôt sympa pour aller me baigner. Je reprends la route pour grimper tout en haut du parc de Logara. Waouh, la vue sur la mer Adriatique est carrément époustouflante. Coucher de soleil sur Vlora, une ville côtière qui a pour ambition de devenir le Dubaï européen. Je reprends la route pour gagner avant la nuit le monastère orthodoxe perdu au milieu d'une lagune. Nouvelle rencontre sur la piste. Ce soir, bivouac obligatoire au camping car je suis dans une réserve naturelle. Le gars du camping a tout compris. Il met à disposition des braises et vend de la viande à griller. L'ambiance est plutôt sympa autour du barbecue, même si en définitive, les campeurs, essentiellement des Allemands, préfèrent manger seuls dans leur coin.
Départ tôt ce matin car la météo menace de virer à la pluie. J'arrive au fameux monastère orthodoxe planté au beau milieu de la lagune de Narta. Pour y accéder, j'emprunte une passerelle en bois implantée au-dessus de l'eau. Il est à peine 9h du matin et il y a déjà pas mal de monde. Le temps n'est pas au beau fixe, mais l'essentiel, c'est qu'il ne pleut pas. La passerelle se divise en deux parties. À gauche, elle conduit au monastère. À droite, elle mène à un embarcadère. Ce dernier est plutôt vétuste et ne donne pas envie de l'emprunter. Un crabe évolue tranquillement dans les eaux troubles de la lagune. J'arrive au fameux monastère. Plusieurs opinions s'opposent quant à la date de construction de ce sanctuaire chrétien. 10e siècle, 13e siècle, 14e siècle, bref, on ne sait pas trop. L'église Sainte-Marie du monastère de Zvarnek reste un peu mystérieuse. La façade de l'église se compose de 7 arches soutenues par 6 colonnes, témoignant plutôt d'une influence de l'architecture romaine que byzantine. La dernière restauration de cet édifice a eu lieu en 2003. Éloigné des centres habités, isolé et protégé par la lagune, l'édifice était un lieu propice à la méditation. Les moines s'y retiraient du quotidien et recherchaient la paix et la tranquillité dans la solitude. C'est sur ces quelques photos prises depuis la passerelle de la lagune de Narta que je termine cette vidéo. Retrouvez tous les épisodes de mon périple dans les Balkans et bien plus encore en vous abonnant à ma chaîne, sans oublier d'activer la petite cloche pour être prévenu de mes futures publications. Alors, en attendant de vous retrouver pour de nouvelles aventures, likez, commentez et partagez cette vidéo. Et surtout, n'oubliez pas, le monde appartient à ceux qui le parcourent.